Bonjour Juliette, Bonjour. je te remercie d'avoir accepté de venir dans le podcast pour discuter des liens envisagés entre les pesticides et les maladies rénales. C'est un sujet que tu connais bien puisque pour ta thèse de médecine il y a quelques années, tu as étudié les maladies rénales chez les patients de communautés agricoles, dites SINAC, à La Réunion. Mais avant de parler vraiment des pathologies rénales et des pesticides, on va mettre un petit peu, un cadre sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on ne sait pas, en médecine entre, les pesticides et certaines maladies et notamment, le lien scientifique entre la maladie de Parkinson et les pesticides. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je trouve ça assez intéressant, hein, de commencer par la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, c'est celle qui a été le plus étudiée, notamment en France et dans les régions viticoles, particulièrement. La force, scientifique pour, les liens entre pesticides et maladie, de Parkinson aujourd'hui, c'est les données épidémiologiques. Clairement, on a des expertises de l'INSERM, il y en a plusieurs, une première qui avait été sortie en 2013, une deuxième qui a été sortie en 2021 et qui avait vraiment établi un lien de présomption forte entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson, d'autres pathologies aussi qu'on pourra voir plus tard. Et les les données épidémiologiques ont permis de finalement analyser plusieurs études, notamment des bonnes méta-analyses, notamment sur le paraquat et d'autres études sur les données mécanistiques. Ça, c'est un terme que je reprendrai plusieurs fois, mais globalement, c'est l'idée de se dire, à quel point les pesticides peuvent, perturber, le système, que ce soit au niveau des cellules, au niveau, des organes des cellules et cetera. Et puis en plus des données épidémiologiques, aujourd'hui, on a des modèles expérimentaux qui sont principalement animaux pour, la maladie de Parkinson, puisque, on a quand même certaines protéines, notamment, l'enzyme Park7, qui ont, un effet protecteur normalement contre le développement de la maladie de Parkinson et qui peuvent être altérées par une quinzaine de pesticides, dont le paraquat, la roténone, qui sont des pesticides qui ont été interdits, hein, depuis 2007 et 2008, mais qui sont parfois employés avec dérogation d'utilisation. Ce qu'on a pu voir enfin pour, la maladie de Parkinson, c'est une relation dose-effet entre la concentration du glyphosate urinaire et la concentration de neurofilaments à chaîne légère dans le sang des patients qui est une protéine qui va être relâchée au moment, des dommages, neuroaxonaux. Et puis, tous ces résultats et ce lien établi finalement ont permis de reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle pour les agriculteurs en France depuis un décret de 2012. Donc ça, c'est vraiment une des maladies dans laquelle il y a eu le plus de liens entre, pesticides et développement. C'est vachement, détaillé, c'est très clair et tu disais qu'il y avait d'autres maladies. Les maladies en question, c'est le cancer de la prostate et également certains lymphomes. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, ces 2 pathologies-là, apparaissent dans la même expertise de 2021 avec un niveau de présomption qui est très fort. Pour le lymphome malin non-hodgkinien, il y a un niveau fort pour certains pesticides, ce qui est relativement rare, on en reparlera un petit peu après, mais il y a quand même un nombre de données par matière active qui se sont accumulées, qui permettent aujourd'hui de donner des associations plus ou moins fortes. Et depuis 2013, il y a plusieurs méta-analyses, plusieurs sur des matières actives spécifiques. Pour les données mécanistiques, sur le lymphome malin non-hodgkinien, on a remarqué qu'il y avait certains pesticides, pardon, qui, entraînent une génotoxicité, une production, d'espèces réactives à l'oxygène et une immunomodulation aussi, et de la perturbation endocrinienne. C'est aussi une maladie professionnelle aujourd'hui reconnue, hein. Pour le cancer de la prostate, c'est reconnu donc chez les agriculteurs, mais aussi chez les ouvriers de l'industrie de la production, notamment, du chlordécone qui est malheureusement, bien connu, du fait de sa grosse, prévalence aux Antilles, hein, dans les bananeraies. Il y a d'autres, pesticides pour lesquels il y a un niveau de présomption moyen, et ce qui était assez intéressant, c'est que dans une étude publiée, en 2019, il y avait un excès de risque de la récidive biologique de la maladie après une prostatectomie totale, chez les personnes qui continuaient à être exposées au chlordécone. C'est aussi une maladie professionnelle, mais de manière plus récente puisque, ça a été déclaré en 2022, à la fois donc pour les agriculteurs, mais aussi pour les fabricants et conditionneurs des pesticides et pour, les personnes, qui font les opérations de collection ou de dépollution de pesticides.
Et parfois, il y a certains métiers, j'ai appris ça il y a quelques semaines, auxquels on penserait pas, qui sont exposés à des pesticides, notamment les fleuristes. J'ai appris que, Ouais. sur, les champs de culture de roses, c'était rempli de pesticides, j'imagine pour empêcher, le l'invasion par, je sais pas si c'est des moustiques ou autre chose qui empêcherait la culture des roses, et c'est un métier auquel on ne penserait pas spontanément, mais qui est exposé aux pesticides. Ouais, oui, oui, tout à fait, on y reviendra aussi un petit peu, mais il y a les fleuristes, il y a aussi, alors c'est spécifique à certaines régions, mais les personnes qui s'occupent de la démoustication, puisque, ben, ils balancent, clairement des insecticides, hein, dont un, qui a été franchement, reconnu, comme pouvant être pourvoyeur de pathologies rénales, donc ça c'est assez intéressant et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours et là je trouvais ça intéressant au niveau de la reconnaissance chlordécone, il y ait à la fois les personnes qui produisent les pesticides, il n'y a pas de raison que même si ils vont les utiliser et y être exposés de manière normalement plus régulée que dans un champ en pleine nature avec le soleil et les autres expositions possibles, mais aussi ceux, bah, qui vont faire la collecte, quoi. Ça me paraît intéressant. Quand on parle de liens, parfois on dit qu'il y a des liens possibles ou des liens probables. Comment on peut, expliquer pourquoi on parle, certaines fois de l'un ou de l'autre? Ben, c'est c'est la puissance des données, qui va jouer sur possible, ou probable. Après, je sais pas trop ce que tu entends comme différence entre possible et probable. Moi, c'est vrai que j'avais pas compris la question comme ça, je suis désolée. Ah, laisse tomber. On va Heu, l'enlever. je m'étais dit non, mais après ça c'était intéressant, mais en gros, je voulais juste moi, ce que j'avais vu, c'était de dire que, Ils sont on faisait le cancérogènes. lien global entre exposition aux pesticides et pathologie, mais exposition aux pesticides de manière globale et pas, un pesticide en particularité. Ça, c'était plus compliqué à établir, tu vois? D'accord, OK. Écoute, laisse tomber Je l'avais comprise comme ça. cette partie, c'est vrai qu'en OK. plus de ça, c'est pas forcément enfin, c'est pas la question la plus intéressante pour tout le monde. C'est pas grave, je l'enlèverai. Je vais directement embrayer sur, Ouais, OK. La SNAC. sur la suite. Ouais, OK. Tout à l'heure, je disais que tu as fait ta thèse de médecine sur, les communautés agricoles et les maladies rénales. Il y a eu une rencontre, qui a fait que tu t'es mis à travailler sur le sujet avec un patient, avec un docteur? Ben, en fait, au cours de mon internat, que j'ai fait dans l'océan Indien, je suis aussi passée par les services de néphrologie et transplantation, du CHU de Bordeaux, où j'ai rencontré les professeurs Combe et Rigotier qui s'intéressaient, eux, à la SYNAC. Bah, forcément, région viticole, ils commençaient à avoir quelques patients qu'ils avaient pu, rencontrer en consultation qui étaient suspects, d'être touchés. Moi, de mon côté, je cherchais un sujet de thèse comme tout interne et on a commencé à en discuter. L'idée, c'était d'essayer de chercher la SYNAC chez les agriculteurs réunionnais et la Réunion finalement semblait être un territoire intéressant, puisqu'on a quand même une surface, de territoire de 20 qui est dédiée à la culture, à l'agriculture, notamment à la canne à sucre. Il y a les autres sources d'exposition dont, la lutte antivectorielle dont je parlais tout à l'heure et quand on regarde un petit peu les chiffres, la Réunion fait quand même partie des 10 départements qui ont le plus de ventes de pesticides, par, surface agricole utile. Sur un rapport de 2017, on était le deuxième département avec le plus de ventes de glyphosate par hectare de surface agricole utile et puis on se retrouve avec, une incidence et une prévalence de la maladie rénale chronique qui est plus importante que dans l'Hexagone à La Réunion, puisque alors c'est des chiffres qui sont peut-être pas tout à fait actualisés, mais l'incidence est multipliée par 2,4 et la prévalence par 3,7. Causes Donc confondues. toutes causes confondues, bien sûr. Et en fait, le professeur Combe, il avait déjà rencontré, le professeur Marc Debreu, donc qui, lors de congrès et échangé avec lui sur le sujet. Il m'a orientée vers lui parce qu'aujourd'hui, c'est un des professeurs européens qui a le plus travaillé sur cette pathologie et sur l'impact des Il pesticides sur le rein, Lui, il se trouve en notamment Belgique. en anapath. Oui, c'est ça, oui. C'est un ancien professeur de néphro, de l'université d'Anvers qui a aussi été, doyen, qui est aujourd'hui professeur émérite, où il continue à diriger l'unité de recherche en néphrologie et c'est notamment, on en reparlera un petit peu, mais c'est notamment son équipe qui a fait pas mal avancer, le sujet, sur les dernières années, sur les 20 dernières années. Tu l'as cité, on l'a cité et toi et moi, le terme SYNAC. Est-ce que tu peux, déjà dire ce que c'est que cet acronyme et donc à quoi ça correspond? Oui, donc bah, l'acronyme CINAC, c'est Chronic Interstitial Nephritis in Agricultural Communities.
Donc en français, la néphrite tubulo-interstitielle chronique dans les communautés agricoles, c'est peut-être plus, simple C'est et c'est une pathologie qu'on voit apparaître dans les communautés agricoles au Sri Lanka principalement et en Amérique centrale, initialement dans les années 90, tout début des années 90 et aujourd'hui, c'est un diagnostic qui va être posé dans un contexte d'agriculture. On parle de néphropathie occupationnelle, lorsqu'un patient va présenter une altération, de la fonction rénale, le plus souvent sans présenter les facteurs de risque, classiques de la maladie rénale chronique, que sont l'hypertension et le diabète notamment. Ils ont pas ou peu d'hypertension, ils vont avoir une protéinurie de rang tubulaire et puis la biopsie rénale va retrouver des signes de néphrite tubulo-interstitielle chronique. Ça touche des patients globalement plus jeunes que les maladies rénales, chroniques, typiques. c'est quoi aujourd'hui les arguments scientifiques pour, supposer que cette maladie, la SINAC, elle est liée à l'exposition aux pesticides? Ben, aujourd'hui, quand on regarde, il y a de nombreuses études, hein, qui se sont intéressées à l'origine de la SINAC. Il n'y a pas de consensus sur une seule étiologie unique ou principale. Ce qui a été étudié, c'est la pollution environnementale, à la fois aux métaux lourds, l'excès de fluor, la leptospirose, d'autres agents. Mais aujourd'hui, quand même, on arrive à avancer et se dire qu'il y a, potentiellement un lien avec l'exposition chronique aux pesticides. Notamment l'existence de signes extra-rénaux chez les patients qui sont atteints de la SINAC. Quand on va regarder un petit peu à côté, c'est des patients qui vont avoir des signes neurologiques avec, des myoclonies parfois, un Babinski positif, et d'autres signes qu'on verra un petit peu plus tard. Mais on voit également que, malgré le fait qu'on ait pu, réfléchir à est-ce que le climat, est-ce que le fait d'être, exposé régulièrement à la chaleur, soit un facteur pourvoyeur de cette insuffisance rénale chronique, il n'y avait pas d'augmentation de l'incidence des néphropathies interstitielles, dans des zones géographiques qui présentent le même type de climat que les zones touchées. Donc, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que dans des zones, qui utilisent beaucoup moins de pesticides, comme Cuba, du fait de l'embargo ou la province nord du Sri Lanka, dans laquelle la vente de produits, agrochimiques avait été interdite pendant la guerre civile de 83 à 2009. Il y avait beaucoup moins, voire pas du tout de SINAC. Finalement, ça reste un argument pour dire que cette exposition aux pesticides va entraîner, une augmentation, de la prévalence de la SINAC. Le fait qu'il y ait une atteinte de l'entourage aussi des patients est assez, enfin, peut-être un bon argument. Et pour info, il y avait quand même une méta-analyse de très bon niveau de preuve en 2019 qui avait étudié le lien entre SINAC et étiologies les plus souvent avancées, parce que finalement, on se retrouvait avec, en tout cas pour cette étude-là, 65 articles, 4 revues de la littérature sur plein de sujets différents et sur plein d'étiologies différentes. Et les choses qui ressortaient, c'était l'exposition aux pesticides et le travail dans l'agriculture, bien sûr, qui augmentait le risque de SINAC. Par contre, l'exposition aux métaux lourds, la déshydratation, le tabac, l'alcool n'étaient pas du tout des facteurs de risque associés. Et voilà, globalement. On avance aussi grâce à la NAPAT aujourd'hui, mais je pense qu'on reverra ça un peu plus tard. On peut en parler tout de suite parce que, sans rentrer dans des détails compliqués pour les auditeurs, qui sont pas, médecins, est-ce qu'il y a des signaux, dans les prises de sang, dans la biologie ou bien dans les prélèvements, de reins, comme tu dis, les prélèvements ANAPAT, qui marquent une signature de cette éventuelle, SINAC? Alors au niveau biologique, malheureusement, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Par contre, ce qui va vraiment nous aider, c'est la biopsie rénale. Aujourd'hui, notamment, il y a plusieurs types, de microscopie, quand on va étudier un prélèvement de rein. Il y a la microscopie optique qui est une microscopie qui est pratiquée dans quasiment tous les centres d'analyse et à côté de ça, on a la microscopie électronique qui va être un petit peu plus spécifique, dans des centres plutôt experts et aujourd'hui, c'est vraiment la microscopie électronique qui nous aide puisque grâce à elle, en fait, il y a plusieurs équipes dont celle, donc du professeur Debreu dont je parlais tout à l'heure, qui ont mis en évidence des très grosses granules, dans les cellules qui correspondent en fait à des lysosomes. Donc le lysosome, c'est un des éboueurs de la cellule globalement et on a l'impression du coup qu'il y a une accumulation de déchets dans la cellule. C'est ce qu'on appelle, des lysosomes dysmorphiques, on appelle ça aussi des agrégats denses
et on a une destruction du fait de ce souci dans les cellules, des tubules, au niveau rénal et principalement des tubules proximaux, contrairement à d'autres maladies lysosomales qui sont mieux connues, comme la maladie de Fabry et ces lysosomes anormaux, bien qu'ils soient là, heu, on a l'impression que c'est un marqueur de toxicité, mais on n'est pas sûr que ce soit la cause de la dégradation de la fonction rénale. Donc finalement, on avance petit à petit, on sait qu'ils sont là, on a l'impression que c'est quand même eux qui pourraient être responsables, du souci, mais on ne sait pas tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde des biopsies qui sont issues complètement d'autres patients, notamment les patients, qui sont greffés et qui sont exposés aux immunosuppresseurs, on retrouve le même type d'agrégat dense au niveau des lysosomes, ce qui nous ferait dire que, les pesticides pourraient utiliser des voies, de la calcineurie. Donc ça, c'est plus pour les néphrologues, mais globalement, c'est une des voies aujourd'hui qui est franchement, avancée. Recherche. Tu citais tout à l'heure, quand tu expliquais, le lien, entre SYNAC et pesticides, tu disais qu'il y avait des pathologies rénales dans certaines communautés, notamment exposées à des fortes chaleurs dans des pays, par exemple, en Asie ou en Amérique du Sud, chez qui avant on évoquait un lien entre les néphropathies, les maladies rénales et cette exposition aux fortes chaleurs et c'est ce qu'on a appelé dans la littérature, scientifique pendant quelques années à partir des années 2000, la néphropathie mésoaméricaine. Mais ce que tu expliquais, c'est que vraisemblablement, ce lien, la physiopathologie, l'origine de leur maladie, elle est peut-être pas liée à la chaleur, mais bien à autre chose et potentiellement aux pesticides. Oui, donc c'est vrai que ce qu'on a pu appeler la néphropathie mésoaméricaine, c'était initialement la pathologie qui était décrite chez les coupeurs, de canne d'Amérique centrale et côté plutôt, Sri Lanka, on appelait ça la CKD-U, donc ou néphropathie d'origine indéterminée, le U pour unknown etiology. Et aujourd'hui, on parle de SYNAC pour identifier l'ensemble des patients, qui sont atteints de cette pathologie parce que finalement, c'est la même, région qui est c'est la même, pardon, pathologie qui a été décrite dans 2 régions différentes. Mais à force de faire des recoupements, ben, on s'est rendu compte que c'était la même chose. Et oui, aujourd'hui, les 2 principaux facteurs de risque, qui ont été évoqués et investigués pour cette pathologie, du coup, je repasse sur le mot SYNAC puisque, on va dire que la néphropathie mésoaméricaine était, un des types de SYNAC. Ça a été les pesticides, d'une part et d'autre part, le fait d'être régulièrement soumis à la chaleur, ce qu'on a pu appeler le heat stress en anglais ou le stress thermique, en français, je trouve parle un petit peu moins et en fait, l'hypothèse, c'était de dire qu'à force d'avoir des insuffisances rénales aiguës liées à la chaleur et à la déshydratation, eh ben, on pouvait avoir, une apparition de maladies rénales chroniques. Mais finalement, aujourd'hui, il y a plusieurs arguments qui montrent, qu'il n'y a pas un rôle majeur et en tous les cas pas exclusif de ce stress thermique pour le développement de la SYNAC. Mais on peut pas exclure que la déshydratation rende les reins plus fragiles, en fait, à l'exposition aux pesticides, parce qu'à ce moment-là, ils vont être en situation de vulnérabilité, hein, quand on est déshydraté. Et par contre, bah, après, c'est un petit peu tous les arguments, dont je te parlais tout à l'heure, mais le fait que, il y ait d'autres signes cliniques, le fait que, on ait décrit des SYNAC chez des personnes qui étaient pas soumises au stress thermique, comme les femmes, les enfants, des patients, touchés, qui vont, pouvoir, se contaminer, via l'eau, des puits, via la consommation d'aliments contaminés. Pour les femmes, via la gestion du linge de leur mari, aussi, ça a été un des gros arguments, qui a compté et l'autre chose le pendant un peu intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont soumises au stress thermique, mais qui développent jamais de SYNAC. Donc là, on a été voir chez les mineurs, chez les travailleurs des hauts fourneaux, chez les travailleurs du bâtiment et en fait, il y a pas plus de raisons que ces personnes-là, ne développent pas d'insuffisance rénale aiguë qui récurrente et qui mènerait à l'insuffisance rénale chronique. Par contre, ils sont pas exposés aux pesticides et eux, ils développent pas de SYNAC. Donc ça, c'est quand même un des arguments assez intéressants aussi. Serait plutôt, un facteur aggravant alors? Oui, 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 on peut pas enfin, si quelqu'un, fait de l'agriculture, dans un pays froid, il est potentiellement moins exposé, ça c'est sûr et d'ailleurs c'est probablement pour ça aussi qu'on n'a pas décrit de ch enfin que, les
la description des SINAC, actuellement dans les pays, on va dire, plus européens, a un peu tardé, hein. Pour, essayer de bien comprendre, c'est vrai que le terme pesticide, c'est un peu un terme, assez large. Hem, et quand on parle de ça, ça désigne, les herbicides, les fongicides, les insecticides? Est-ce qu'il y a une manière de distinguer tout ça? Ou est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins, supposés être agressifs, pour l'être humain? Alors, ben, parler un petit peu de ce qui a été fait au niveau des études. Il y a une étude, de 2016, qui était assez intéressante, qui avait retrouvé une association significative entre le risque d'insuffisance rénale terminale et l'utilisation principalement de 5 herbicides, dont le paraquat, dont on a déjà parlé, mais aussi, d'un insecticide qui est la permétrine, qui est utilisé à la fois en agriculture et dans les moustiquaires imprégnés. Après, est-ce que, les autres, donc c'est plutôt, herbicides et insecticides. Après, ce sont les pesticides qui sont le plus souvent utilisés. Dans la canne à sucre, en général, on n'utilise pas de fongicides, puisque c'est des espèces qui vont être cultivées et sélectionnées pour résister aux maladies fongiques. Et du coup, ben, c'est plutôt, herbicides et insecticides, en sachant qu'il y avait plus d'herbicides concernés dans cette étude-là et dans les autres, études aussi. Et puis devant les résultats histologiques récents, on va s'orienter de plus en plus vers les pesticides, qui sont impliqués dans la voie de la calcineurine aussi, hein. Ça va être, le cheval de bataille, on va dire. Le glyphosate, c'est souvent celui-ci qui est cité, c'est vraiment lui le suspect, principal? Bah, le glyphosate, on en a beaucoup parlé, mais il faut pas oublier que le glyphosate, on ne l'épand pas tout seul comme ça, dans son coin, quand on va l'utiliser dans les cultures, puisqu'il est commercialisé souvent sous forme de Roundup, qui contient en plus du principe actif, un mélange de POEA et d'ammonium quaternaire, et d'autres surfactants aussi dont j'ai pas, tous les détails, mais qui vont permettre la pénétration et l'absorption plus rapide du glyphosate dans la plante. Heu, donc il y a quand même des études qui ont montré qu'il y a une atteinte rénale, chez des animaux qui avaient ingéré du Roundup, mais pas chez les animaux qui ingéraient du glyphosate seul. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment le glyphosate qui est concerné? Ça, on n'est pas franchement sûr. Par contre, une des choses qui est assez, décrite pour le glyphosate, c'est qu'il va avoir, un effet synergique. Donc, il va entraîner, une amélioration de l'action du paraquat au niveau des cellules rénales. Et ça, c'est assez, intéressant puisque, ben, les pesticides vont souvent être utilisés ensemble. Alors, je parle du paraquat depuis tout à l'heure, c'est un pesticide qui a été interdit depuis longtemps, mais on retrouve encore, sur, certaines cultures, hein, parce que, il y a des, agriculteurs qui ont pu, en acheter, des caisses et des caisses et qui continuent à les utiliser, hein. D'accord. Donc c'est hyper intéressant parce que, ouais, médiatiquement, c'est vraiment on parle du glyphosate, mais finalement, c'est tout ce qui entoure le glyphosate qui pourrait être plutôt responsable de sa toxicité ou en tout cas d'un effet cocktail. Oui, beh, sur la partie en tout cas rénale. Après, j'avoue que j'ai pas forcément d'infos, sur les autres, atteintes, en sachant que, quand il y a eu des études épidémiologiques dont je parlais tout à l'heure, le glyphosate était bien sûr pointé du doigt, mais est-ce qu'ils s'étaient intéressés au glyphosate en lui-même ou, à chaque fois, finalement sur les études épidémio, on s'intéresse plutôt au Roundup. Donc, c'est on parle souvent de glyphosate, mais je pense que c'est un peu un raccourci. Et en fait, il faut pas oublier qu'un agriculteur en polyculture, il va être exposé à des dizaines de pesticides chaque année. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs outils pour révéler les expositions passées, parce que quand on va interroger un agriculteur, il va pas savoir forcément, ce qu'il a utilisé, il y a 10, 20, 30 ans. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est l'emploi des matrices emploi-exposition ou les matrices culture-exposition qui vont nous dire pour chaque type de culture, comme le blé, le maïs et puis, d'autres cultures, l'ensemble des pesticides qui sont susceptibles d'avoir été utilisés sur la période, par l'agriculteur. Donc il y a la matrice Pestimat notamment qui a été développée par l'équipe, d'Isabelle Baldi,
qui travaille à l'INSERM et qui bosse à Bordeaux aussi et qui est assez intéressante. Depuis les années 50 finalement, à quels pesticides, les agriculteurs ont été exposés. Mais sans oublier l'effet cocktail dont tu parlais, qui est un des effets qu'on retrouve, dans toutes les études, puisque certaines molécules, lorsqu'elles vont être combinées ensemble, même à faible dose, elles peuvent voir leurs effets nocifs se renforcer, s'amplifier et certains des effets d'association sont inattendus puisque les pesticides vont être testés chacun de leur côté, notamment pour la commercialisation. Et puis, bah, certaines, molécules vont être capables d'agir en synergie sur nos cellules, provoquer des effets qu'elles ne peuvent pas produire seules. Donc c'est très difficile de prédire les effets, des cocktails auxquels, nous sommes exposés, enfin, principalement les agriculteurs là, pour le coup. Très bien. Toi, dans ta thèse, tu as évalué, les maladies, chroniques, maladies rénales chroniques qu'on appelle les néphropathies, tubulo-interstitielles, donc c'est une forme de maladie rénale, particulière. Mais, il y a certains articles dans la littérature qui évoquent potentiellement d'autres atteintes, notamment ce qu'on appelle le syndrome néphrotique. Donc, bon, pour informer, tout le monde, il y a un épisode dédié sur le syndrome néphrotique qui va bientôt sortir, donc tout le monde, le saura. Ah merde, non, parce qu'il va sortir avant toi. Oh, mais je l'ai déjà enregistré. Attends, je vais refaire la question. OK. Dans ta thèse, tu as étudié les maladies rénales, en lien potentiellement avec les pesticides, mais c'était un type de maladie, c'est ce qu'on appelle les néphropathies, tubulo-interstitielles. Mais dans la littérature, il y a également d'autres atteintes rénales qui sont décrites, notamment des cas de syndrome, néphrotique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je sais que c'est pas ma spécialité, hein, bien sûr. C'est pas les études auxquelles je me suis le plus intéressée, mais dans les années 90, il y avait quelques syndromes néphrotiques qui avaient été décrits, notamment par réaction immunologique, suite à l'exposition au sel de mercure, si je dis pas de bêtises. Il y avait quelques doutes sur des hydrocarbures, sur la silice aussi, mais spécifiquement liés aux pesticides, moi, j'ai principalement trouvé l'atteinte, tubulaire, que j'ai décrite dans ma thèse et après, je veux pas plus m'avancer, mais même là, en préparant un petit peu, l'épisode, j'ai pas forcément, trouvé de choses très probantes, en tout cas sur le syndrome néphrotique, et les pesticides. Mais, et d'autres atteintes éventuellement sur des expositions très, sévères et très aiguës? Mais le cas des intoxications aiguës, ben, malheureusement, il y a pas mal de d'agriculteurs qui nous ont aidés puisqu'il y a eu des intoxications aiguës volontaires à plusieurs pesticides, notamment le paraquat. Pour le paraquat, c'est de la nécrose tubulaire aiguë qu'on va voir rapidement après l'ingestion du produit. On observe une sécrétion active de l'herbicide, au niveau des tubules proximaux. Donc, me demande pas comment, ils ont pu, prouver ça, mais, je trouvais ça assez intéressant. Et il y a d'autres types, d'intoxications, aiguës qui peuvent entraîner des insuffisances rénales aiguës finalement, par toxicité rénale indirecte, que ce soit, fonctionnel en lien avec une déshydratation sur des troubles digestifs, que ce avec le Roundup ou la bouillie bordelaise. Et il y a une autre possibilité d'atteinte rénale indirecte que je trouvais intéressante, c'est, par rhabdomyolyse en fait sur des myoclonies, certains herbicides, notamment le 2,4-D vont donner des myoclonies qui va donner une rhabdomyolyse, donc une lyse, des cellules musculaires et les produits issus de cette, dégradation des cellules musculaires va venir, attaquer, les reins. Sur, l'exposition, tout à l'heure, on parlait des métiers, exposés, bien sûr les agriculteurs, mais on a cité, d'autres métiers. Est-ce que la population générale, elle peut aussi être, touchée par, ces pesticides, notamment les gens qui vivent dans le monde rural? Heu, Est-ce que c'est quelque chose qui est décrit ou est-ce que ce qui est plutôt quelque chose à envisager? Alors oui, hein, donc comme je disais un petit peu tout à l'heure, au niveau SINAC, il y a tout un pan, des études qui a étudié l'apparition de l'insuffisance rénale chronique chez les femmes et les enfants d'agriculteurs. Ben, que ce soit avec la consommation d'eau, les produits contaminés, le contact aussi avec les produits dans les champs traités. Parce qu'il faut pas oublier que, les pesticides, ils sont pas là que le jour de l'épandage et finalement ce qui peut aussi, porter défaut quand on va enquêter auprès d'un patient,
ça va être de lui demander, bah: «Est-ce que vous avez appliqué des pesticides?» Donc c'est sûr que l'applicateur, il va avoir plus de risques, de d'être exposé, mais il faut pas oublier que, ceux qui vont passer le lendemain ou quelques heures après, ils ont autant d'exposition probablement, voire même plus parce qu'ils vont moins se protéger que les agriculteurs. Après, des études sur les riverains de certaines régions, comme pour la maladie de Parkinson et notamment dans les régions agricoles, pourraient être envisagées aussi, au niveau, de la SINAC. Puisque, dans la maladie de Parkinson, moi, ce qui m'avait marqué en relisant un petit peu, c'est que dans les zones avec une densité viticole, les personnes de la population générale ont une incidence de maladie de Parkinson plus élevée de 8,5. Donc finalement, tout le monde est concerné et même si, aujourd'hui c'est pas très bien étudié, si ce n'est dans les familles et dans les noyaux durs, de des hotspots, on va dire de SYNAC, bah, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, mériterait d'être étudié, ouais. Aussi, se poser la question si, selon le type d'agriculture, il y a des différences et notamment, l'agriculture classique versus l'agriculture, biologique, mais aussi, l'agriculture intensive contre l'agriculture raisonnée. Oui, la fameuse agriculture, raisonnée. Ce qui a été prouvé, quand même dans pas mal d'études, c'est qu'il y a un effet dose dépendant de l'exposition aux pesticides. Donc moins on va être exposé, moins le risque de développer des maladies liées aux pesticides va être grand. Après, il y a toujours l'histoire de l'effet cocktail, donc il y a toujours un risque, même si les doses sont relativement faibles. Hem, L'agriculture raisonnée, aujourd'hui, elle se fixe pas d'objectif de réduction de pesticides, hein. Elle correspond plutôt à une forme d'agriculture conventionnelle, mais qui va être chimiquement, intensive, tout en respectant la loi. Par exemple, on va se retrouver avec des agriculteurs qui stockent les pesticides dans un local fermé, ce qui est pas toujours le cas dans l'agriculture intensive. Et aujourd'hui, l'idée de l'agriculture raisonnée, c'est de ne pas utiliser plus de pesticides que ce qui s'avère nécessaire pour optimiser les rendements. Donc oui, il y a un petit peu de diminution de la fréquence des épandages et des produits, mais il y a voilà, on va dire que cette relation de dose-dépendance, elle rassure. Peut-être un peu faussement, mais elle rassure. Et sur, la question par rapport à l'agriculture biologique, souvent on se dit, enfin on a une idée, comme ça, inconsciente, quand c'est bio, on pense que c'est parfait, mais est-ce qu'on est quand même exposé aux pesticides si c'est bio? Et ben, l'agriculture biologique, elle n'utilise pas d'herbicides puisque tout ce qui est, retrait des herbes doit être fait de manière mécanique. Mais il y en a quand même des insecticides et des fongicides au niveau de l'agriculture biologique qui sont certes d'origine naturelle, mais qui sont pas forcément moins toxiques. L'exemple le plus parlant, c'est celui de la roténone qui était tout à fait autorisé et qui a été reconnu comme étant impliqué dans la maladie de Parkinson. Le cahier des charges du bio diminue quand même la fréquence d'exposition, mais faut pas oublier que la fameuse bouillie bordelaise qui est utilisée à tort et à travers en agriculture biologique, elle est largement utilisée, mais nocive pour les milieux aquatiques, par exemple. Donc pourquoi est-ce que quand ça tue les poissons, ce serait bon pour les humains? Je J'ai du mal à voir. Très bien, bonne remarque. Heu, Maintenant si on parle un petit peu de prévention, quels sont les moyens de protection, efficaces aujourd'hui pour, limiter, l'exposition pour les professionnels? Ben, ça va être de diminuer les quantités en premier, donc on vient d'en parler, mais il y a aussi le port d'équipements de protection individuels à chaque étape de la manipulation des produits, à la fois au moment de la fabrication, du mixage, de la préparation, de l'application et de la destruction. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était de faire quand même toujours attention aux travailleurs qui n'épandent pas, mais qui se retrouvent dans les champs, dans les jours qui suivent. Ce qui est intéressant, c'est d'axer vraiment les choses sur la formation des agriculteurs pour justement leur donner ces informations-là. Et puis, bah, dans l'idéal, une transition vers au moins l'agriculture raisonnée, si ce n'est pas, l'agriculture, zéro pesticide. Tu en as rencontré des agriculteurs touchés? Alors, ce qui est toujours un petit peu difficile, c'est que, moi, en tout cas, dans ma thèse, les personnes que j'ai étudiées, c'était des patients qui étaient déjà en dialyse, donc chez qui on pouvait pas avoir, la preuve, au niveau de la biopsie. Heu, Par contre, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit avoir utilisé beaucoup de pesticides et qui, étaient allées très rapidement en dialyse chez des patients qui avaient ni d'hypertension, ni de diabète, ou de mala on va dire de facteurs de risque de maladie rénale chronique.
Actuellement, on est en train d'écrire un case report, sur, une patiente qu'on a biopsiée, mais après la thèse et c'est une patiente, mais elle, elle avait épandu des pesticides et elle avait été exposée. D'accord. Et parmi eux, il y a un récit en particulier qui t'a marqué où tu te dis: «Là, c'est pas possible, c'est forcément le lien, il me semble, évident». Et honnêtement, il y a des patients, oui, parce que quand on reprend leur histoire néphrologique, il y a aucune raison qu'ils se soient retrouvés en dialyse, à l'âge, de 60 ans, si ce n'est qu'ils ont, épandu des pesticides et des pesticides, surtout, dans les, années, 90. Quand, c'était l'explosion en fait des pesticides, c'était aussi, une des choses qui faisait plus pencher la balance vers les pesticides que vers le réchauffement climatique. En fait, entre les années 70 et 90, il y a pas eu une énorme augmentation des chaleurs. Par contre, ça a été le boom des pesticides parce qu'il a fallu d'un coup se mettre à produire beaucoup plus, et avoir un rendement, meilleur. Ça a été l'avènement, des pesticides et des produits miracles. Et quand tu discutes avec les agriculteurs, comment est leur ressenti? Est-ce qu'ils sont au courant ou est-ce qu'ils savent qu'il y a un risque potentiel? Ils étaient plutôt surpris, hein, globalement, hein, quand on a pu en discuter donc c'est vrai que et c'était, toujours des discussions, très intéressantes. Moi, je venais avec mes petits tableaux, mes petites photos de pesticides. Alors, est-ce que vous avez appliqué ça, ça, ci, ça? Et en fait, il y avait quand même cette histoire de pas forcément se rendre compte que, à un moment donné, c'était dangereux pour eux d'avoir utilisé ça. Et en tout cas, aucune connaissance sur le sujet, de la maladie rénale, chronique qui pourrait être en lien avec ça. Mmh. Non, ça, c'est sûr. Et toujours, dans le cadre de ces rencontres avec les agriculteurs, toi, tu t'es rendu compte de la difficulté du travail agricole, de leurs conditions de travail et donc de la nécessité pour eux, d'avoir les pesticides parce que s'ils travaillaient sans, ce serait beaucoup plus difficile? Alors oui et non aussi, parce que j'ai principalement rencontré des patients qui avaient été plutôt journaliers dans la canne. Donc c'est des patients qu'on pourrait considérer comme saisonniers, qui, travaillaient, employés en fait à la journée, dans la canne à sucre. Donc eux finalement le rendement, c'était pas forcément ce qui les concernait. Mais à un moment donné, l'exploitant leur disait: «Ben voilà, il faut mettre ça». Ben OK, on met ça. En sachant que à l'époque, tout ce qui était formation par rapport aux pesticides, quand ça a commencé à sortir, c'était à destination que des exploitants. Donc lui, il avait la formation, il avait, plus ou moins les connaissances et puis finalement, c'était plutôt les employés qui allaient, épandre les pesticides. Et par contre, c'est sûr que, heu, comment dire? Les conditions, de travail, ben, notamment par le non-port des équipements de protection individuelle et ça fait un peu peur, quoi, parce que, ben, il y avait un manque de la formation. Il y a eu une étude en 2018 notamment à La Réunion, hein, qui mettait en évidence une grosse sous-utilisation des équipements de protection individuelle, qui étaient adaptés et complets. Les renouvellements étaient pas faits, parce que, bah, forcément, on peut pas utiliser, les mêmes gants, les mêmes lunettes, les mêmes masques et cetera, pendant des années et des années et ça c'est et un dosage approximatif des produits aussi, hein, parce que, ça c'est un peu comme la cuisine, on met ça dans des barriques et puis, c'est parti mais Et si on parle un peu des perspectives, quels seraient, selon toi les types d'études qu'il faudrait, réaliser pour, confirmer nos hypothèses de lien entre néphropathie et pesticides? moi, je pense qu'il y a, globalement 3 types d'études à faire. C'est, premièrement, plus d'études épidémiologiques qui montrent, une prévalence de SINAC dans plus de pays, qui ont des populations à risque. Donc, tout à l'heure, on parlait beaucoup de l'Amérique centrale et du Sri Lanka, mais aujourd'hui, on a pu décrire la SINAC dans d'autres pays, notamment, en Égypte, en Thaïlande, en France et d'autres pays européens. Hem Donc ça, c'est des études épidémiologiques. Je pense qu'il va falloir continuer à en faire et se dire, ben, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont touchés à des endroits où il y a beaucoup de pesticides utilisés. L'approche toxicologique, elle paraît, assez indispensable aussi. Il faut qu'on arrive à identifier, quantifier les pesticides,
si possible, avec la biopsie, dans le cortex rénal, des agriculteurs qui sont atteints d'une SINAC. Donc ça, c'est plus les études, cliniques et puis, les études, aussi sur, les animaux avec, Heu, ben, le plus de biopsies possible, en sachant que, ben, aujourd'hui, on peut plus facilement, prouver ça sur les animaux que sur les agriculteurs, même si, enfin, c'est plus une histoire d'accès à la biopsie, qui va être facilitée pour l'instant, chez les rongeurs ou autres. Et ouais, l'idée derrière, c'est que si on a de plus en plus d'études, qui, évoquent, qui renforcent, l'hypothèse du lien, ce serait de modifier la réglementation qui est peut-être aujourd'hui un peu, limitée sur l'usage des pesticides. Oui, bah, aujourd'hui, c'est sûr que les règles, sont permissives puisque juste quand on regarde, sans rentrer dans la polémique, mais la loi du plomb, qui laisse, les coopératives cumuler l'activité de conseil agricole, la commercialisation, bah, ça va être une porte ouverte à tous les abus qu'on connaît déjà un peu. Et puis aujourd'hui, il y a une grosse remise en question du plan Éco-Phyto qui pourtant avait été, heu, mis en place pour, limiter au maximum, l'usage agricole des pesticides et la FNSEA, elle est bien derrière et elle est bien contente de tout ça, mais on a une grosse remise en question de la diminution de l'usage agricole des pesticides aujourd'hui, en tout cas en France. Après, je ne parle même pas, de la réglementation dans d'autres pays et de la protection des travailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Aussi assez marquant quand on étudie un petit peu la SINAC, on se rend compte qu'on a quand même affaire à des populations qui sont toujours, bah, les plus pauvres, qui, travaillent dans les conditions les plus difficiles et c'est vrai que c'est eux qui trinquent, quoi et pour la mondialisation, en fait, aujourd'hui, hein. La dernière question, c'est, pour les professionnels de santé, qui s'occupent qui soignent des agriculteurs. Est-ce qu'il y a un message en particulier de prévention ou d'alerte que tu veux, faire passer? Bah, je pense que déjà poser la question, à nos patients qui sont agriculteurs ou qui pourraient être exposés aux pesticides sur est-ce qu'ils utilisent des équipements de protection? Déjà, ça, c'est une première chose qui fait que si jamais, le patient, à qui on pose la question nous dit: «Non», bah, là, on va pouvoir en discuter quand même avec lui, peut-être allumer une lumière, dans son cerveau qui va se dire: «Ah oui, peut-être que quand même, ça pourrait être, dangereux». Lui dire qu'aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a des maladies rénales qui sont en lien avec les pesticides et puis il faut, au minimum, faire un dépistage. Alors, c'est sûr que nous, les néphrologues, on aura déjà normalement une créatinine quand il va arriver, dans notre bureau de consultation, mais pour les médecins traitants, il faut vraiment pas, lésiner là-dessus, je pense et faire, des dépistages réguliers et après, il va falloir référer, au centre expert, les biopsies de nos patients, hein. Globalement, ça, c'est l'autre, message qui est plus spécifique aux néphrologues. Mais l'équipe de Marc Debreu et de Benjamin Vervette, qui sont ceux qui ont décrit, ces lysosomes en microscopie électronique, je pense qu'aujourd'hui, ça reste eux qui sont les plus à même de décrire, les signes sur, les biopsies. Et puis, bah, pour les autres pathologies, renvoyer aussi vers les centres experts parce que l'idée, ça va être d'être facilitateur sur les démarches médico-sociales et cetera. Aujourd'hui, la SYNAC n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle. On pourrait espérer qu'elle le soit dans quelques années, une fois que les études auront avancé et qu'on aura plus de preuves. Mais, aujourd'hui, il y a d'autres pathologies qui le sont et il faut pas l'oublier. En fait, aujourd'hui, en dehors des 3 pathologies qu'on a citées, il y en a d'autres aussi. La maladie d'Alzheimer qui était pas présente, dans le premier rapport de l'INSERM en 2013, elle l'est dans celui de 2021, avec une présomption moyenne, mais bon, on imagine bien qu'au fur et à mesure, on va bien se rendre compte que c'est probablement plutôt une présomption forte. Il y a le myélome aussi, hein, qui est décrit là-dedans. Voilà, pas mal de troubles qui nécessitent notre attention. C'était, top, tu vois? Je suis très content, je me suis pas trompé, de personne parce que tu as expliqué de manière très, détaillée et de manière assez simple, cette question qui est un petit peu compliquée, et je pense que donc moi j'ai beaucoup appris, je pense que les gens qui écoutent ont également beaucoup appris. Je suis très content que tu aies pu, partager, toutes tes connaissances et je te souhaite, plein de bonnes choses, une bonne continuation dans tes recherches, dans tes futurs articles sur le sujet, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, Juliette.